Chers invités, aujourd'hui est un grand jour. Il y a quelque temps, nous étions chaque fois au départ de grands combats au niveau de Capesterre-Belle-Eau. Je veux parler pour très anciens. En 1995, avant que Jacques Chirac ne se trouve président de la République, c'est ici que nous avions eu la première réunion. C'est ici aussi qu'on avait une première réunion pour la grande vague de personnalités que nous connaissons au niveau des communes de la Guadeloupe. Eh bien, on a donné convention. C'est tout le mal que je souhaite aujourd'hui à cette dite convention qui, comme on le sait, je n'étais pas présent physiquement, mais j'avais dit que je partageais réellement l'éclosion de ce mouvement. Eh bien, pour ceux qui n'étaient pas au CGOS dernièrement, oui, je crois en la Guadeloupe. Oui, je crois en les Guadeloupéens. Et c'est pour cela que Capesterre, terre de combat, vous accueille et vous dit merci de contribuer à faire savoir que la Guadeloupe n'est pas un espace d'inertie, que la Guadeloupe connaît ses mots, la Guadeloupe connaît ses spécificités, et la Guadeloupe croit en des Guadeloupéens engagés pour faire non seulement croire la Guadeloupe, mais progresser la Guadeloupe. C'est tout le mal que je demande à cette convention d'aujourd'hui. Merci d'être venu. Quelle organisation territoriale administrative? 5 collectivités territoriales situées en Outre-mer sont actuellement régies par l'article 73 de la Constitution, dont 3 dans l'Outre-mer atlantique, à savoir la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Le seul point commun entre ces collectivités territoriales est que le principe d'assimilation ou d'identité législative s'y applique. Ce principe d'égalité de traitement entre les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités territoriales situées en métropole est perçu de manière différente par certains observateurs ou acteurs politiques. En effet, certains considèrent, par exemple, que les initiatives locales, le développement endogène, sont à l'étroit dans l'article 73, alors que pensent que c'est une garantie de l'application du droit constitutionnel commun instituant un renfort contre les potentielles revendications autonomistes, voire indépendantistes. Pouvons-nous faire référence ici des consultations de 2009 et 2010 en Martinique et en Guyane sur l'évolution institutionnelle de leur territoire entre les partisans de l'article 73 et l'article 74. Selon nous, cette organisation territoriale binaire de l'outre-mer ne tient plus. Que ce soit dans l'article 73 ou dans l'article 74, la Constitution aménage désormais une infinie de solutions qui tentent toutes à reconnaître de manière plus ou moins marquée les spécificités de chacune des collectivités territoriales d'outre-mer. 2 chefs d'État en l'espace de 10 ans à Mandiana, en 2000 à la Martinique et à La Réunion en 2010 ont évoqué, s'agissant de l'outre-mer, des statuts différenciés, des statuts sous les mesures, des statuts multiples. En clair, ils ont avancé à cette époque des solutions institutionnelles les mieux adaptées à chaque collectivité située en outre-mer. De manière plus significative, l'expression « les outre-mer » a remplacé le qualitatif « l'outre-mer ». L'usage du pluriel rend bien compte qu'une double différenciation qui s'opère progressivement à la fois entre les collectivités régies par l'article 73 et les collectivités territoriales de métropole régies par le droit commun et par ailleurs entre les collectivités territoriales régies par l'article 73 elle-même. On notera toutefois que la Constitution de mars 2003 a accordé aux collectivités territoriales des compétences nominatives à géométrie
variable, mais aussi une faculté de se doter d'une architecture institutionnelle référentielle. La nouvelle rédaction de l'article 73 de la Constitution en 2000 a changé la donne. En élargissant le champ de possibilités, le texte précise que les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations quant aux caractéristiques des contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dont les manières s'exercent, leurs compétences et elles sont habitées par la loi ou leur règlement. Sur le plan de la compétence, la Constitution révisée prévoit désormais que les adaptations peuvent être décidées par les collectivités territoriales régies par l'article 73 d'elles-mêmes. Ces pouvoirs d'initiative est certes limité puisqu'il suppose dans cette adaptation exercée dans le domaine relevant des compétences évoluées aux collectivités concernées, mais de surcroît, le Parlement ou l'autorité réglementaire autorise cette adaptation. Il en reste qu'au moins que cette innovation s'accroît sensiblement l'autonomie des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution pour qu'elles veulent bien saisir, ce qu'il est vrai, de la possibilité de cette capacité d'adaptation qui n'a pas été pleinement exploitée. L'article 73, dans l'alinéa 3, acte 6, va plus loin. En reconnaissant une forme de pouvoir nominatif délégué au profit des collectivités de Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, puis de Mayotte, plus précisément car elles peuvent fixer elles-mêmes leurs règles applicables sur leur territoire après habilitation. Il reste que cette voie d'habilitation peut guère être empruntée par les collectivités régies par l'article 73. La Guadeloupe a sanctionné un temps ce dispositif constitutionnel, pourtant riche de possibilités, qui a débouché en 2011 une réglementation thermique propre au territoire qui suit à sa demande d'habilitation à manière de fixation de régler les demandes d'énergie, de développement et d'énergie renouvelable. Enfin, l'article 74 alinéa 4 de la Constitution permet le recours des collectivités territoriales, même celles régies par l'article 73 d'expérimentation. Ce dispositif, cependant, encarté par la Constitution elle-même dans son article 72, mais surtout par la loi organique 12 août 2003 relative à l'expérimentation de cette collectivité territoriale, dissous dépend de la volonté politique des élus ultramarins de mettre en œuvre un tel dispositif, tout étant simplement constaté que cela n'est pas suscité à un réel engagement auprès des collectivités régies par l'article 73. Adaptation, habilitation, expérimentation et aujourd'hui différenciation. Le 25 avril 2019, le président de la République précisait que les territoires d'outre-mer devaient avoir une place centrale dans le nouveau pacte territorial qu'il soutenait. Il proposait à la nation de l'engagement d'un acte de décentralisation et de différenciation dès 2021. Lors du congrès des élus départementaux et régionaux au mois de juin dernier, notre mouvement, par la voix de son président, indiquait de cette différenciation territoriale que nous devrions observer dans ces divers considérants l'emploi, le développement, l'économie, fiscalité et ressources des collectivités locales n'avaient rien de nouveau puisqu'elles étaient déjà mentionnées dans la loi d'orientation pour l'outre-mer, ainsi que dans la révision constitutionnelle de 2003 s'agissant de l'article 73. Il en est de même pour l'article 74, qui comptait dès 1958 une habilitation constitutionnelle permettant des différenciations s'agissant des territoires d'outre-mer. Nous devons tenir compte des cadres juridiques que nous régissons tout en droit commun, tout en droit communautaire, afin d'optimiser les demandes qui seront de le nôtre au niveau des réformes constitutionnelles, annoncées à la différence territoriale proposée. Alors nous croyons que des aménagements sont possibles dans le cadre de l'article 73 et la Constitution révisée de 2003 à 2008 et complétée par la loi organique de 2007 à 2011 afin de parvenir
à établir un droit constitutionnel de l'outre-mer plus cohérent, renforçant son efficacité au service du développement économique et social de notre territoire. Alors nous croyons en Guadeloupe nouvelle, en cas des autres, en cas Robert ces autres pour attention là, aux côtés de moi. Merci en plus. Monsieur le Président, chers adhérents, Monsieur le maire de la commune de Capesterre, bonjour, chers militants, bonjour. Dans le cadre de cette convention, j'interviendrai sur l'aspect administratif de notre organisation territoriale. On a souhaité, en tout cas, l'intituler « L'organisation territoriale et la nécessité de modernisation de ses services ». Le 10 février 2019, lors de la présentation de notre mouvement Croire en la Guadeloupe, le président Luc Adémar affirmait « Je suis de ceux qui croient fermement que le cercle politique doit s'appuyer sur un projet, un socle, sur lequel doit prendre appui la vie sociale, économique du pays et être le lieu où l'intelligence collective nous propulse vers la réussite et la cohésion. Croire en la Guadeloupe a pour objet de porter cette nouvelle vision politique pour le territoire archipel Guadeloupe, vision dont la finalité est de rassembler des hommes et des femmes qui, conscients du rôle à jouer sur l'échiquier politique, adhèrent aux valeurs républicaines, aux valeurs humaines fondamentales que le mouvement entend afficher à travers les actions qu'il entend mener. De quel projet parlons-nous? Quelles réflexions doivent être menées? Quel sens donner ou donnons-nous à l'action publique sur notre territoire? Quel type de management? Quel modèle de management public? Cette approche, dans le cadre de cette intervention, par notre mouvement, à travers, en tout cas, nos propos, est bien inédite et revêt un intérêt scientifique, un lien théorique et pratique qui doit indéniablement être fait entre management, droit et sciences politiques. Une démarche scientifique, structurée, s'impose donc. Face aux défis auxquels les collectivités sont confrontées, face aux contraintes budgétaires de plus en plus importantes, face aux évolutions démographiques, face aux évolutions organisationnelles du fait de la décentralisation, des délégations de services, de l'intercommunalité, face aux attentes des administrés, de l'exigence du public vis-à-vis des services rendus et de leur qualité face aux attentes des personnels. Le management des organisations ne s'applique plus seulement aux entités privées. Ce management s'impose comme pilote vis-à-vis des entités publiques, non marchandes et spécialement aux collectivités territoriales. Ces dernières se trouvent modifiées dans leur dimension structurelle, dans leur dimension organisationnelle et institutionnelle. Les pratiques managériales doivent elles aussi évoluer. Le management public, dont le mouvement Croire entend s'approprier les effets à court et à long terme, vient substituer à la logique de moyens une logique d'objectifs, initialement applicable aux finances de l'État, dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances. Contrairement à une idée reçue, les organisations publiques ne cessent de changer, d'être réformées, d'être modernisées, simplifiées. Les processus de changement sont constants. À ce titre, le management territorial est victime de ces paradoxes
et de sa capacité à se confronter avec un service public qui n'évolue pas aussi facilement. Alors, arrêtons-nous un peu. Et avant d'aller plus loin dans ces considérations, arrêtons-nous sur le contexte. Comment évoluent nos collectivités territoriales? Quelques chiffres clés. Des chiffres clés issus du CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, du département des études et des statistiques locales et de la direction générale des collectivités locales. Ces chiffres sont alarmants. La fonction publique territoriale comptabilise 1 970 000 agents, effectifs en baisse par rapport à 2016. Elle se caractérise par une forte proportion d'agents de catégorie C, 76% et 9% de catégorie A, contre un chiffre chez nous de 22% pour les catégories C et de 22% pour les catégories, 54% pour les catégories C et 22% pour les catégories A. Chez nous, 58% de femmes travaillent dans les 102 collectivités et établissements publics territoriaux de l'île. On compte 39,4 agents territoriaux pour 1000 habitants, taux supérieur à celui observé nationalement. Le poids de la fonction publique à l'échelle du territoire est de 13,4 dans le salariat, 40,6 dans la fonction publique, tandis que les moyennes nationales sont de 7,7 et de 36,8. Concernant les statuts, 80% des agents territoriaux sont fonctionnaires, taux très au-dessus de la moyenne nationale. Concernant les catégories hiérarchiques, la part des agents de catégorie C, agents d'exécution, est très importante en Guadeloupe, comparativement à ce qu'on observe au niveau national. Concernant les filières, 26% des agents territoriaux sont dans la filière administrative, 49% dans le technique, qui sont encore au-dessus de la moyenne nationale. Concernant l'âge, indicateur encore plus alarmant, 30% des agents territoriaux de l'île ont plus de 55 ans, taux très au-dessus de la moyenne nationale qui est de 20,4%. Ainsi, ces chiffres révèlent bien nos faiblesses et doivent nous contraindre à observer une nouvelle gestion publique, plus équilibrée, plus intégrative, entre performance, transmission des connaissances et bien-être au travail des agents publics. Le vieillissement de notre population doit nous inciter à une gestion prévisionnelle des compétences pour sauvegarder nos ressources existantes. Il s'agit ici de construire des organisations agiles qui font de l'intelligence collective le moteur de leur développement, entre autres par la capacité du collectif à se poser des questions et à chercher ensemble les réponses. Impulser une intelligence, en tout cas une émulation de l'intelligence collective comme moteur des projets et levier de développement des compétences des agents publics, cela dans un climat serein où les acteurs ont le sentiment d'être au cœur de l'action publique et s'approprient les projets. Le développement d'une culture d'administration autour de valeurs reconnues et partagées est la clé d'une démarche réussie. Elle donne du sens à l'action publique. Elle doit être conduite dans un cadre qui, formalisé par un projet politique, se traduit par un projet d'administration et ensuite est décliné en projet de service à tous les niveaux de l'organisation. La valorisation des carrières, la reconnaissance des compétences sont elles aussi des vecteurs conduisant à l'efficience attendue d'un service public de qualité. Alors, que préconisons-nous? Nous préconisons, nous, une innovation managériale
concrétisée par la mise en œuvre d'une démarche de conduite de changement au sein de nos administrations. Il paraît nécessaire de réaliser en priorité la réorganisation de nos administrations. C'est par la restructuration de ces organisations qu'il est possible d'agir sur les valeurs, les comportements, les pratiques de nos managers, et ensuite on est en mesure, dans un deuxième temps, d'agir sur la culture organisationnelle. La réorganisation profonde de nos administrations doit déboucher sur un modèle adapté à nos besoins, à nos projets, à nos spécificités. Le politique a une vision de ce qu'il souhaite pour sa population. De ce fait, il est considéré et doit être considéré comme un manager de proximité proche des réalités et des problématiques qui touchent le citoyen. Le contenu des programmes politiques est constitué d'idées, voire de perspectives. De cette manière, l'innovation managériale doit passer par la mise en œuvre d'une démarche de conduite de changement au sein des services en vue de construire une action publique qui a du sens. Les projets politiques doivent être traduits par les directions générales, déclinés en projets de service, en vue d'attendre une vraie cohésion d'équipe. Par le biais d'une vraie conduite de changement au sein des équipes, les actions du politique provoqueront les résultats attendus à travers de vrais projets menés sur nos territoires. C'est donc bien cette agilité organisationnelle qu'il faut rechercher avant tout. Le travail du politique est sans relâche auprès de ses équipes. L'élu est avant tout un manager qui sait faire face à toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions. Il appartient aux directions en interne d'accompagner les cadres dirigeants en vue de mener des travaux de restructuration. Et sans oublier que l'objectif est de renforcer les compétences et de pouvoir en finalité faire émerger de vrais projets de service. Ainsi pourrait être créée, avec les ressources existantes et reconnues, une cartographie des compétences à déployer au service de l'action publique. La deuxième étape, qui est une étape quand même et qui est de loin la plus importante, est celle d'innover par une fonction ressources humaines décentralisée, mise au cœur de toutes nos problématiques territoriales. Il faut sans aucun doute passer d'une fonction ressources humaines administrative à une fonction ressources humaines stratégique et dynamique pour accompagner les élus dans leurs projets. Une fonction ressources humaines qui conseille et qui accompagne les acteurs de terrain. Une fonction centrée sur le développement des compétences des acteurs. Cela permet de tendre vers un management opérationnel, un management de terrain avec des procédures formalisées au niveau de tous, avec des objectifs précis en vue de l'aboutissement de projets de service. L'accompagnement du CNFPT reste incontournable. Des formations à la carte doivent être réalisées. Un plan d'action de formation doit être identifié par collectivité et donc c'est bien la clé de la réussite. L'objectif consiste à créer une cohésion d'équipe, d'identifier les vraies valeurs en vue de décloisonner les services, de permettre aux acteurs de la structure de comprendre leurs collaborateurs, d'œuvrer à la réalisation de projets, de se forger une identité au sein de leur administration. Ainsi, tous les agents, quels qu'ils soient, doivent avoir accès à l'information et se sentir concernés afin qu'émerge ce sentiment d'appartenance à leur administration. Il est vrai que la tâche qui consiste à faire ensemble pour atteindre un niveau d'efficience escompté est encore difficile. Un agent qui arrive à se projeter est un agent qui devient ambitieux, qui ne se contente plus de tâches répétitives. Il devient un agent chez lequel on suscite de la motivation, on lui inculque un esprit d'innovation, un esprit de création. Dans le cadre de cette étape de carrière professionnelle,
Une véritable démarche de promotion interne, pour ceux qui remplissent les conditions, bien sûr, doit être effectuée. Et ce sont les élus qui doivent exiger que leurs fonctions ressources humaines, et doivent exiger de leurs fonctions ressources humaines que les situations professionnelles soient clarifiées. En ce sens, la politique ressources humaines menée par les acteurs doit être en conformité avec les projets politiques pour que la démarche de restructuration soit une réussite et que l'on puisse en mesurer son impact sur la qualité du service rendu aux citoyens. Une politique RH satisfaisante, stratégique, tournée vers nos grands axes de développement, doit être en mesure de nous ouvrir la voie vers la réussite. Alors il apparaît clairement que les hommes et les femmes de nos organisations respectives constituent des ressources clés sur lesquelles repose l'action publique, avec lesquelles peuvent être menés de vrais projets de développement économique. Ces hommes et ces femmes constituent la richesse de nos organisations lorsque le management que nous mettrons en œuvre a du sens. Développer cette intelligence collective constitue un vivier dans lequel doit puiser la politique pour mener de vrais projets de développement économique. C'est grâce, en tout cas, à cette intelligence collective, et nous pouvons, à croire en la Guadeloupe, confirmer que cette expérience est de loin celle qui est retenue au sein de certaines organisations. C'est grâce à cette intelligence collective que peuvent changer les comportements des agents en luttant contre le stéréotype du fonctionnaire désabusé, qui risque de devenir une charge trop lourde à supporter. C'est en menant des projets attractifs que nous redonnons du sens à l'action publique sur nos territoires. Nous le savons, nos faibles ressources, nos budgets contraints doivent nous inciter à impulser une autre dynamique au sein de nos organisations. Alors, croire en la Guadeloupe a cette conviction. La conviction qui place les organisations agiles et qui font de l'intelligence collective le moteur de leur développement, par la capacité du collectif à se poser les vraies questions et à chercher des réponses ensemble. À ce titre, l'innovation managériale doit constituer une source d'amélioration du service public et être un vecteur de qualité de service public. Par l'innovation, il est possible de créer. De nouveaux projets voient le jour grâce à cette innovation managériale, génèrent de la cohésion d'équipe, car ils nécessitent de faire ensemble et conduisent à ce sentiment d'appartenance. L'élaboration de diagnostics RH est essentielle pour prendre des décisions cohérentes avec les projets de territoire. Une fois le diagnostic réalisé, il apparaît judicieux de construire des scénarios d'organisation au regard des enjeux poursuivis. Le diagnostic consistant à procéder à un état des lieux des organisations à la fois communales et intercommunales, les objectifs pouvant permettre d'identifier les ressemblances, les différences, d'identifier les forces, les faiblesses, les forces de mutualisation. Là, nous serons en mesure de construire notre territoire et de faire ensemble. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, chers invités, chers adhérents, vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être aussi nombreux pour notre convention. Merci à Monsieur le maire de Cap-Esther, Monsieur Joël Beaugendre, et à son conseil municipal. Je salue également, et je vais leur faire un petit coucou, ce sont mes deux collègues du conseil régional, Nita Sérol et Valérie César, Samuel César, voilà, qui sont là et voilà, je voulais les saluer aussi. Notre territoire dans son environnement régional, nous avons parlé tout à l'heure de ce qui est arrivé, les aléas climatiques, mais
cette aventure dans notre espace régional est une belle aventure pour la Guadeloupe et pour nos régions. C'est vrai que mes collègues tout à l'heure vous ont parlé de l'administration du territoire. C'est un sujet lourd mais combien important, puisque comme quand l'élu prend en charge une équipe, il faut savoir faire équipe. Ça n'est pas prendre en charge une équipe, mais aussi faire équipe si on veut donner à la population le mieux qu'on puisse lui donner, puisque nous savons tous aujourd'hui quelle est la défiance qui est celle de la population vis-à-vis de la politique. Donc nous, élus aussi en charge, nous avons un travail à faire pour renouer cette confiance de la population avec la politique. Alors, moi, j'aime beaucoup à dire que la politique, ça n'est pas une affaire de politiciens. D'ailleurs, je crois que le terme politicien aujourd'hui a plus un effet négatif et plutôt une tendance péjorative. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire un homme politique, une femme politique, parce que la politique est une belle chose. La politique, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est prendre soin de sa population. La politique, c'est favoriser le développement de son territoire et de sa population. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler, parce que tous ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique, nous nous rendons compte que nous faisons de la politique très souvent, parce que nous sommes toujours intéressés et demandeurs de notre bien-être sur notre territoire. Alors, de par sa situation géographique, vous comprenez aisément que la Guadeloupe est physiquement intégrée dans la Caraïbe. La problématique de son insertion régionale devient de plus en plus un principe de réalité, tant au niveau économique, politique, culturel, voire environnemental. Et aujourd'hui, c'est affiché tant par les autorités politiques que par les acteurs économiques, sociaux et culturels de la société civile. Donc, ce principe de coopération avec nos voisins de la Caraïbe répond à un besoin naturel, vous l'aurez compris, qui se justifie bien par la proximité géographique. Donc, nous appartenons à cet ensemble territorial et nous devons, comme nous l'avons vu, eh bien, régulièrement affronter les mêmes réalités qu'eux, que ce soit les aléas climatiques, que ce soit les problématiques liées à l'insularité, et qui génèrent, comme nous le savons depuis tantôt, des handicaps structurels qui sont aujourd'hui reconnus. Le hasard de l'histoire de la colonisation, que voulez-vous, nous ont confinés dans des espaces institutionnels différents en fonction des puissances régionales et surtout coloniales qui ont régenté en un temps cette zone Caraïbe. Avons-nous été colonisés par le meilleur? Je laisse ça à votre réflexion. Des barrières linguistiques, culturelles, politiques, religieuses et institutionnelles se sont dressées entre nous et bien entendu à notre insu. Et c'est cette balkanisation, cette segmentation de la zone Caraïbe qui constitue aujourd'hui un frein à toute coopération efficiente. Et nous le savons, les politiques successives n'ont cessé de l'appeler de leur vœu depuis près d'une vingtaine d'années. En effet, la diversité des régions sur l'intégration et la coopération de l'Union européenne avec ses divers partenaires fait naître des incohérences qui caractérisent les relations de l'Union européenne qu'il entretient avec les DOM, les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer qu'on appelle les PTOM, ainsi que les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Oui, parce qu'en plus d'être dans le giron de la France, nous sommes aussi dans le giron de l'Union européenne, pour ne pas du tout compliquer la chose. Donc la coopération a donc changé de nature et de portée en fonction du régime juridique du droit communautaire de chaque entité, et ce depuis l'application du traité d'Amsterdam en 1999 au travers de son article 299 qui aujourd'hui est devenu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, nous avons eu dans notre actualité très récente notre adhésion, l'adhésion de la Guadeloupe à l'OECO, l'Organisation de l'État de la Caraïbe orientale. Mais nous n'y sommes qu'en tant que membres associés. Alors, est-ce que cette intégration à l'OECO va nous permettre un réel avancement dans le dossier relatif à la coopération?
Devons-nous changer de régime institutionnel avec la France et l'Union européenne pour optimiser cette coopération régionale? Avant moi, les collègues vous ont parlé de l'article 73 dans lequel nous sommes. Sommes-nous allés jusqu'au bout de cet article 73? Parce que cet article 73, comme l'a prévu le président sur le sujet de la différenciation à horizon 2021, nous ouvre certainement encore un panel pour pouvoir nous engouffrer et développer encore plus cette coopération régionale. La représentation de la Guadeloupe au sein des entités de coopération de la Caraïbe, comme la CARICOM, l'AEC, le CARIFORUM et l'OEC, se fait, ne l'oublions pas, au nom de l'État français. Ces coopérations se font de État à État. La Guadeloupe n'est pas un État. Donc nous y sommes présents au nom de la France. Mais il y a des possibilités d'habilitation diplomatique qui nous permettent de pouvoir, selon un principe de droit international, de négocier et de conclure des conventions. Alors, nous le savons, les fonds européens nous le permettent, puisque nous avons différents fonds européens sur lesquels nous agissons avec la Caraïbe. Mais les départements d'outre-mer et régions d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution et régions ultrapériphériques de l'Union européenne, nous ne pouvons négocier d'accords commerciaux et économiques portant sur des domaines tarifaires directement avec les pays de la zone, qu'ils soient indépendants ou pas, car c'est l'Union européenne qui a compétence en ces matières. Donc, vous l'avez bien compris, la coopération qui se fait aujourd'hui vers les pays de la Caraïbe se limite à de la coopération culturelle, de la coopération sur la santé, etc. Mais le cœur, en tout cas ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque nous avons bien compris que notre territoire est sinistré au même titre que d'autres départements français, le levier qui nous reste est certainement le levier de se tourner vers ces relations commerciale et économique avec notre zone de la Caraïbe. Et là, nous n'avons pas les leviers puisque c'est l'État français qui prend la main. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, en janvier 1999, un rapport d'initiative parlementaire était adopté à l'unanimité par le Parlement européen sous forme de proposition qui avait été actée et reconnue utile par les autorités de Bruxelles dans l'élaboration de nouvelles mesures relatives à la coopération entre l'Union européenne, les pays ACP, PTOM et les régions ultrapériphériques. Et tenez-vous bien, nous, régions ultrapériphériques, devions être associés à toute négociation susceptible d'impliquer le développement économique, social et culturel dans notre zone géographique. Alors, inutile de vous dire que ça n'a jamais été respecté. Alors, que faut-il faire dans ces cas-là? Faut-il changer de statut? Est-ce un statut qui va nous permettre de nous faire entendre au sein de l'Union européenne et de demander à la France de nous accompagner sur ce à quoi nous avons droit pour mieux nous exprimer dans cet espace caribéen? Nous ne le croyons pas, en tout cas. Alors vous me direz, que faut-il? Eh bien, nous, à croire en la Guadeloupe, nous sommes persuadés qu'il faut une volonté politique aujourd'hui. Il faut renforcer la place des régions ultrapériphériques dans le dispositif de communication, dans ce dispositif communautaire de négociation. Comment accepter que les régions ultrapériphériques, départements d'outre-mer qui avaient été écartés des différentes concertations par la Commission européenne, préalablement à l'ouverture de nos négociations avec l'ACP, et je peux vous dire qu'une grosse négociation et un gros accord qui a été conclu, c'est l'accord de Cotonou avec les pays ACP, les pays donc de la Caraïbe et de l'Afrique. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une problématique qui est celle de la banane dollar. Cette banane qui va concurrencer notre banane, alors que quand ces accords de Cotonou ont été signés par l'État français et l'Union européenne avec ces pays ACP et Union, nous n'étions pas assis à la table des négociations. Or, nous y avions toute notre place
puisque ce sont eux-mêmes qui, dans ce rapport d'initiative parlementaire, avaient adopté le fait que nous, régions ultrapériphériques, nous devrions être assis dans ces négociations. Et ce ne fut pas le cas. Et pire encore, cet accord de Cotonou arrive à échéance en février 2020. Et d'autres accords, et ça va être renouvelé à nouveau pour 5 ans, et d'autres accords vont être encore mis sur la table. Croyez-vous que nous serons assis à la table des négociations? Alors peut-être que nous ne devrions pas rater ce tournant et exiger d'y être et que l'État français respecte ce que lui-même a pris en place par ses différents rapports d'initiative parlementaire. Il faut que l'Union européenne reconsidère sa politique de coopération en y intégrant de façon effective les régions ultrapériphériques dans toutes les négociations de coopération susceptibles d'avoir des impacts sur notre développement économique. C'est ça aujourd'hui le point d'ordre. Nous ne pouvons plus rester assis et attendre que cela se passe. Bien que la France tienne une place importante à Bruxelles en qualité d'autorité et membre de l'Union européenne, la présence des régions ultrapériphériques doit être renforcée au sein de l'Union par une consultation systématique et une association renforcée de leurs représentants dès le stade de la conception des politiques dans les matières qui concernent directement notre territoire. Combien de fois avons-nous vu arriver ces fonds européens, FEAMP, FEADER, FEDER, faits d'intérêt et j'en passe, sans que nous ne disions ce que nous voulions réellement pour ce département. Peut-être que nous pouvons dire que nous voulons que du FEDER, parce que nous voulons peut-être nous inscrire dans un développement accéléré de nos infrastructures. Peut-être que nous pouvons dire que nous voulons que du FEAMP, parce que nous voulons développer tout l'espace maritime autour de nous. Mais c'est à nous de faire ce choix. Et que constatons-nous? C'est que malheureusement, à Bruxelles, nous sommes absents. Donc nous tirons la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui, les autres départements d'outre-mer sont présents à Bruxelles et font ce qu'on appelle aujourd'hui du lobbying. J'ai rencontré les responsables des fonds européens de la Réunion qui fait figure de bonne utilisatrice des fonds européens. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Mais nous, lorsque nous allons défendre nos demandes de fonds européens, c'est dans un développement et une pensée globale du territoire. Nous n'allons pas demander un petit peu par là, un petit peu par aussi, un petit peu par là. C'est que dans notre tête, le développement global de notre territoire et eux, dans leur bassin du Pacifique, avec aussi ceux qui sont autour d'eux, dont notamment Mayotte, c'est clairement défini dans leur tête les relations qu'ils veulent mettre dans leur bassin. Donc c'est aussi ce que nous demandons aux politiques aujourd'hui, c'est de pouvoir porter cette réflexion et d'être présents à Bruxelles. Les statuts constitutionnels de la Guadeloupe en droit interne français n'interdisent nullement à l'État français de légiférer pour permettre un renforcement de notre présence au sein des instances caribéennes, telles que la CARICOM, le CARIFORUM, l'AEC, l'OEC et même le CEPAL, qui est une commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Donc, où est la volonté politique? Cette volonté politique doit être exprimée par nous, remontée aux autorités françaises, et les autorités françaises, eux aussi, doivent exprimer cette volonté politique pour qu'une compétence décentralisée en matière de coopération et de diplomatie dans la Caraïbe soit affectée à nous, puisque c'est nous qui y vivions. Donc, nous y vivons, c'est à nous de nous battre pour cela. Donc, aujourd'hui, nous le disons, c'est une volonté politique qu'il manque, puisque les outils sont là. Mais, que voulez-vous? Nous n'y arrivons peut-être pas, ou n'avons pas les politiques qu'il faut en charge. Donc, quoi en la Guadeloupe se veut ce mouvement, ce nouveau mouvement politique pour faire, je ne dirais pas réfléchir, parce que les Guadeloupéens réfléchissent depuis tantôt, mais pour vous donner une vision à horizon 2050,
de cette Guadeloupe. Parce que nous sommes clairs sur ce que nous voulons. Le redécoupage du territoire, comme on vous l'a montré, la gestion administrative d'un élu en charge, notre positionnement au sein de la Caraïbe. C'est aujourd'hui toutes ces pistes que nous vous donnons aujourd'hui pour que vous puissiez repartir avec, les mûrir, les analyser, revenir vers nous, que nous puissions progresser et aller encore plus loin. Mais je le dirai clairement, nous aurons beau être un mouvement politique et rester assis là, si nous n'avons pas d'élus en charge, comment voulez-vous que nous portions toute l'analyse que nous ferons de ces situations? Eh oui, mon cher, le mouvement Croire en la Guadeloupe, mes chers, le mouvement Croire en la Guadeloupe est un mouvement politique. Il faut que l'on s'intègre cela clairement dans la tête. Et aujourd'hui, j'entends dire qu'il y a des mouvements citoyens, oui, que la citoyenneté, oui, je veux bien que la citoyenneté soit à l'ordre du jour. Mais si vous n'avez pas un politique pour discuter avec les autorités françaises, nous ne pourrons pas y échapper. Nous sommes État français. Donc on ne peut pas prendre la politique, mettre la politique à la poubelle et dire aujourd'hui nous faisons des mouvements de citoyens. Non, le citoyen a toute sa place dans les mouvements politiques, mais le citoyen doit savoir que du fait que nous soyons département français, nous sommes sous les lois et règlements français, donc nous devons nous y plier et jusqu'à aujourd'hui, la représentation de la population se fait par l'élu politique. Donc, on va espérer que tout le monde comprenne ça va nous développer là. Parce que situation nous dans la Caraïbe sont situations qui on peut dire qui difficile, qui au contraire excellent. Il faut nous comprendre qu'il faut nous tourner nous vers la Caraïbe parce que c'est espace en nous. C'est là nous y est, c'est là nous avons grandi. Tout le monde a dit oh là où mieux, c'est là où faites. Donc, il faut nous aujourd'hui la partie de là nous faites pour nous garder alentour en nous. Proximité immédiate en nous, qu'à nous peut faire là. Avant nous aller vers la France, parce que nous laisse garder vers la France. Ça fait l'année, nous pas garder vers la France. Je dis là, nous pas garder à l'entour, à casa en nous, et nous pas vrai qu'à nous peut mettre en place, et vers frères et sœurs de la Caraïbe en nous. Parce que yo ni apporter bon nous ni apporter ba yo. Mais il faut nous comprendre que je dis la coopération là que nous doit être menée là, faut que ce soit une coopération économique, en coopération commerciale, et il faut nous les moyens pour nous arriver à faire ça. Encore arrêter là parce qu'ils vont finir par les autres de développement économique. Merci, on peut. Bien, bonjour. J'ai dit bonjour. Monsieur le maire de Cap-Esther, nous tenons à vous remercier pour votre invitation. Vous nous recevez sur votre territoire, Monsieur le Président. Mes salutations les plus fraternelles à tous les adhérents et militants du mouvement politique Croire en la Guadeloupe. Au nom du mouvement politique Alliance Gosier et de tous les adhérents, recevez des salutations fraternelles. Nous sommes heureux d'être parmi vous. Je vais aborder avec vous l'aspect économique après l'aspect et le positionnement de la région. Nous allons intervenir sur l'aspect économique. Est-ce que vous avez une idée du taux d'importation des produits à l'extérieur? Selon vous, est-ce que vous avez un taux en tête d'exportation des produits? Est-ce que ça va au-delà de 50%, moins de 50%? Donnez-moi une idée. Plus de 60%, vous êtes encore en deçà du taux de produits exportés. De produits d'aliments consommés en Guadeloupe qui sont importés en Guadeloupe. Alors, il faut savoir que nous avons près de 90% de produits importés en Guadeloupe. Donc, je pense que ça devrait sensibiliser tous les Guadeloupéens que nous sommes. Nous devons nous mettre à pied d'œuvre avec le mouvement politique Croire en la Guadeloupe pour repenser l'agriculture en Guadeloupe. Le principe de mise en place d'une vraie politique agricole est devenu indispensable et vraiment prioritaire pour notre territoire. Parce que nous parlons de territoire au niveau du mouvement politique Croire en la Guadeloupe, faire territoire. Et ça passe aussi par l'agriculture. L'équilibre
alimentaire, l'équilibre agricole de notre économie se repose sur l'agriculture. Quand nous avons un territoire tourné vers le tourisme, nous devons équilibrer aussi l'agriculture et le tourisme. Et nous sommes dans un bassin agricole que nous devons accompagner et développer pour permettre l'épanouissement, pour permettre déjà à cette population de se nourrir, une population qu'on doit nourrir en qualité, une population qu'on doit nourrir en quantité et en régularité. Nous devons avoir de la régularité dans les produits locaux que nous devons de produire en Guadeloupe, et c'est possible. Donc c'est une vision que nous voulons partager, que le mouvement politique Croire la Guadeloupe partage à travers cette convention pour vous sensibiliser et inciter les Guadeloupéens, inciter les agriculteurs que nous avons sur le territoire pour les mettre dans une filière de formation et d'accompagnement pour le développement économique de la Guadeloupe. L'économie de la Guadeloupe est observée à travers son modèle de développement, à travers son caractère serviciel. Nous sommes plus une société ou un territoire de service qu'un territoire de production. Donc, nous devons véritablement nous prendre en main pour recentrer l'économie agricole, pour nous mettre en mode production. Alors, il faut savoir que par le passé, du temps de nos grands-parents, de nos arrière-parents, on avait ce principe d'autonomie alimentaire qui s'est progressivement dégradé avec le temps. Dégradé avec l'évolution technologique, dégradé aussi parce que notre jeunesse est en manque de repères sur notre territoire. Il n'y a pas eu suffisamment cette volonté politique pour accompagner nos jeunes vers la filière agricole. Et nous devons saisir cette opportunité pour la programmation opérationnelle 2021-2027 des fonds européens pour véritablement accompagner et inciter notre jeunesse à aller vers l'agriculture et la pêche. Alors, il faut savoir aussi que produire est un besoin alimentaire de la population guadeloupéenne qui nécessite une pénétration forte du marché intérieur de consommation. Cela devrait passer aussi par l'agriculture paysanne. Avant chaque nous tenions petit jardin devant Portacasayo. Avec l'urbanisation, ça se perd. Nous devons repenser notre territoire au niveau des collectivités, qu'on puisse véritablement laisser des réserves foncières pour permettre à cette jeunesse d'aller vers l'agriculture. Nos parents qui ont du foncier en déshérence, ou pour permettre la transmission à des jeunes, mettre en location des parcelles de terre pour pouvoir faire une culture diversifiée. Des politiques adaptées doivent soutenir les producteurs dans l'accès du foncier, à la formation, aux résultats de la recherche aidée à l'agro-transformation. Oui, nous avons la possibilité, nous avons le savoir-faire en Guadeloupe pour l'agro-transformation. Nous avons des produits que nous pouvons cultiver pour faire de l'agro-transformation, tels que le fruit à pain, tels que la patate, tels que l'igname. C'est possible et nous devons véritablement orienter notre population vers une agriculture diversifiée, nous tourner vers l'agro-transformation. Alors, quelle marge de manœuvre que nous avons réellement? Nous avons un double travail de maîtrise des coûts de production et des prises de conscience du consommateur. Les consommateurs que nous sommes aussi, nous devons jouer le jeu parce que souvent on dit que les produits locaux sont trop chers. Mais si c'est trop cher, c'est parce que la demande n'est pas suffisante. Donc nous devons développer la demande. Et plus nous aurons de demandes, l'offre va s'étendre et ça va diminuer les coûts de production. Donc, population guadeloupéenne, nous devons croire en la Guadeloupe, croire en notre Guadeloupe. Si nous aimons notre Guadeloupe, nous devons penser à nourrir notre population. Parce que demain, nous ne connaissons pas le devenir de demain. Vous avez entendu parler précédemment des différents articles qui vont voir le jour demain et nous devons prendre les bonnes orientations pour demain, la bonne direction. L'agriculture guadeloupéenne évolue dans un contexte hostile. Elle subit des décisions imposées par l'OMC, par le PAC, par les APE. La mondialisation obligée qui accentue la crise des productions cannières. Donc, maintenant, nous constatons que nous avons de moins de surface plantée en canne. Dans la région du Sud-Basse-Terre, nous avons de moins en moins de
d'exploitation plantées en banane à cause du chlordécone. Et M. Beaujean, vous le connaissez et vous le vivez, c'est votre territoire. Vous connaissez la difficulté des agriculteurs face au chlordécone, où l'État n'assume pas ses responsabilités pour permettre justement à nos agriculteurs d'enrayer, d'endiguer ce fléau qui pollue nos terres, mais permettre aussi d'aller vers d'autres produits de diversification, et ça c'est possible. Avec le mouvement Croire en la Guadeloupe, nous croyons en notre territoire et nous croyons que nous pouvons aller vers d'autres produits diversifiés pour le devenir et pour nourrir nos populations. Un véritable développement s'impose et cela passe par la reconquête du marché local. Nous devons consommer local, nous devons aller vers les produits du terroir. Sous nos territoires respectifs, dans chaque commune, nous avons des marchés locaux et nous incitons, nous, Guadeloupéens, à croire à nos agriculteurs. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont de véritables chefs d'entreprise. Nous devons les soutenir. Nous pas qu'à dire force là. Nous devons les soutenir, les accompagner dans leur production, les accompagner pour permettre que nous puissions manger sainement et que nous ne soyons pas dépendants de l'import, de l'export. C'est possible, oui c'est possible. Alors, nous devons produire en quantité, nous pouvons produire en régularité pour nos enfants. Nous devons donner le goût à nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas le goût, les enfants de la maternelle en bas âge n'ont pas la qualité du goût de nos produits locaux. Nous devons réinstaurer ça dans les écoles, le goût à l'école. Et nous avons dans notre équipe des projets pour pouvoir remettre d'actualité le goût à l'école. Alors, développer l'agro-transformation, l'agrotourisme, l'agroforesterie, nous devons repenser en amont l'élevage et conforter malgré tout la culture bananière, la culture cannière sur nos territoires. Je vous remercie et je vous sensibilise pour que nous puissions véritablement nous prendre en main, parce que nous ne sommes plus à la croisée des chemins. Si on ne prend pas la bonne voie, la bonne orientation pour le développement économique et social de notre pays, de notre territoire, nous serons en grande difficulté. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire de Capesterre-Belle-Eau, Monsieur Joël Beaujean va intervenir. Merci. Merci bien. Mesdames, Messieurs, chers militants, chers amis, je me réjouis du lancement de ce mouvement. Je me réjouis de ce que sa réflexion, que les interrogations qu'il pose à la Guadeloupe soient véritablement ici lancées à Capesterre-Belle-Eau. Ma ville, qui est une terre de combat, comme je le disais tout à l'heure, car en effet, ce sont des combats que nous aurons à mener pour la Guadeloupe. Combat pour son organisation administrative et pour son développement. Vous l'avez bien compris, c'est cela l'essentiel pour la Guadeloupe. Je pense que nous sommes à un nouveau tournant de notre histoire. Il y en a eu par le passé que nous avons raté, pour certains sans doute. Nous ne devons pas rater celui qui se profile à l'horizon. Il y a bien sûr la question d'évolution institutionnelle et statutaire qui sera posée au Congrès. Mais, mes chers amis, en vérité, cette question est déjà posée par la situation actuelle même, au travers d'une série de prises de position et d'actions émanant de l'État. La remise en cause systématique et répétée des gouvernances locales n'est pas le fait d'un préfet, mais procède d'une véritable politique réfléchie qui est appliquée spécifiquement à la Guadeloupe. Elle avait été annoncée, rappelez-vous, par le président de la République lui-même
il y a tout juste un an, lorsqu'il s'en est pris directement à une société économique mixte, en l'occurrence la Seine-Samar. On sait ce qu'il est advenu en dépit des protestations unanimes des élus de la Guadeloupe. Depuis, il y a eu le SIAG, il y a eu la CSBT, il y a la ville de Pointe-à-Pitre, etc. Enfin, l'organisation de l'autorité unique de l'eau, tant voulue par les Guadeloupéens, enfin lancée par les élus. Et voilà que ces élus ont dit: vous allez élaborer le schéma que j'ai décidé pour vous. C'était grave. Je voudrais dire ici que ce n'est pas, comme certains le croient ou le disent, un combat de Joël Bojan contre un préfet, voire de l'État. Des amis me demandent parfois d'y aller mollo-mollo. Non, mesdames et messieurs, c'est un combat éminemment politique et il s'inscrit pleinement, je crois, dans la réflexion ouverte par ce mouvement. C'est la remise en cause de la décentralisation qui est à l'œuvre en Guadeloupe. Elle est remise en cause brutalement et le préfet n'est que les béliers d'un pouvoir d'État sournois. Si nous n'avons pas compris cela, on commet une faute grave d'analyse. On ne peut pas croire en la Guadeloupe si on ne croit pas en la responsabilité des Guadeloupéens et singulièrement de la responsabilité des élus guadeloupéens. Sans doute que des erreurs de gestion, des erreurs de stratégie ont été commises, mais pas plus que celles qui ont été commises de la gestion de la sécurité sociale, de la SNCF, d'Air France et j'en passe. Non, les compétences des élus guadeloupéens, telles qu'elles sont inscrites dans l'organisation territoriale actuelle, doivent être respectées. Au contraire, elles doivent être renforcées pour nous permettre de traiter des problématiques qui sont spécifiques à nos territoires et elles doivent être accompagnées de moyens supplémentaires structurels pour faire face aux handicaps de la Guadeloupe dont on ne tient pas compte aujourd'hui. Je vous invite alors, chers amis, à bien mesurer l'importance du sujet politique d'aujourd'hui. Chers amis, un mouvement politique ne naît pas de rien et pour rien, ou pour simplement des ambitions électorales. Il naît d'une histoire, d'un cheminement, d'une réflexion telle que nous l'avons lancée aujourd'hui, et il naît pour répondre à un besoin, à une attente. Ce mouvement, je crois, s'inscrit dans une histoire cohérente qui est celle de l'affirmation d'une Guadeloupe responsable au sein de la nation française. Mon cheminement et ma constance, qui sont semblables à celles de notre président Lucas Desmar, en témoignent. C'est un combat, comme je le disais, permanent. Et j'ai envie de dire que nous avions raison avant les autres, cher Luc. Car cette affirmation de la responsabilité guadeloupéenne était aussi l'affirmation d'une identité singulière que d'autres ont portée autrement. L'affirmation de la primauté du développement de la Guadeloupe, c'est nous qui l'avons portée
D'autres semblent nous avoir rejoints. La nécessité d'inscrire la Guadeloupe dans son environnement géographique et culturel, nous l'avons aussi porté au Conseil régional avant tout le monde. Pourtant, à l'heure où toutes ces idées ont fini par irradier presque tout le spectre politique local, nous, porteurs de cette histoire, de ce cheminement constant, sommes en retrait, voire silencieux, même inaudibles. Même l'évolution politique à l'échelle nationale nous a donné raison, car c'est nous qui dénoncions les dogmes désuets, obsolètes, néfastes pour une vision impartiale et injuste de la société. Alors, l'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé le cadre politique national, atomisé les partis et les familles politiques nationales. Chez nous, ceux qui ont saisi cette opportunité voguent aujourd'hui sur la vague, comme ils disent. Mais pour autant, les idéaux, les projets de société, les différences, les divergences de vision et de projets pour l'avenir de la Guadeloupe ont-ils disparu pour autant? Je ne crois pas. Il est de bon temps de se prétendre aujourd'hui ni de droite ni de gauche. Moi je dis soit. Mais cela nous exonère-t-il d'une réflexion, d'une analyse de notre société et de la construction d'un projet? Eh bien, nous disons que ce sera notre marque, notre différence, et c'est cela qui manque aujourd'hui à la Guadeloupe. C'est à ce à quoi ce mouvement répond. Nous devons être porteurs de projets pour la Guadeloupe. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un long combat de conviction qui commence, et croyez-moi, nous rencontrerons des embûches. Nous devons porter ce projet et cette vision de la responsabilité. À tous les niveaux et dans tous les combats qui nous attendent. D'autres, même sans idée, sans projet, fourbissent leurs armes. Nous n'avons pas le droit de laisser la Guadeloupe succomber aux opportunistes, à ceux qui ne s'appuient sur aucune vision, aucun projet et n'ont d'autre idéal que le pouvoir pour le pouvoir. Le résultat, c'est que l'extrémisme, celui que nous croyons hors de nos frontières et contraire à notre histoire, gagne sans cesse du terrain ici en Guadeloupe. Nous devons faire valoir ce projet et cette vision à l'occasion du débat qui arrivera sur l'évolution institutionnelle et statutaire. Nous devons les porter à l'occasion des élections municipales qui suivront. Nous devons dès maintenant entamer une longue marche pour convaincre et rassembler le maximum de Guadeloupéens derrière cet idéal commun. Nous devrons soutenir toutes celles et tous ceux qui le partagent avec nous, faire émerger de nouvelles voies, de nouveaux talents qui s'appuieront sur l'expérience des aînés que nous sommes pour certains d'entre nous ici. Oui, nous devons croire en la Guadeloupe, croire en ses ressources, en son potentiel. Faisons taire nos petites querelles de personnes, nos inimitiés, nos divergences conjoncturelles
pour mener ensemble ce travail ô combien difficile, mais excellent, exaltant pour la Guadeloupe. Eh bien, chers amis, je dirais longue route à croire en la Guadeloupe. Et je dirais que vive la Guadeloupe qui croit en elle-même, vive la Guadeloupe qui se prend en main. Luc, je te confie à Capesterre les destinées de croire en la Guadeloupe. Alors il faut savoir que le petit témoignage, donc les quelques mots que je vous ai faits pour ce matin, je me suis inspirée de mes camarades de fac, de mes camarades de danse, de mes camarades de foot. Donc c'est pour vous dire que l'horizon est large. Aujourd'hui, nous, jeunes, nous, étudiants, on entame nos vies d'adultes avec appréhension. Et les études occupent une place essentielle puisqu'elles sont le socle de notre avenir. Mais on ne peut s'empêcher de penser à la fin des études, à celle de nos vies d'adultes accomplis. On ne peut s'empêcher de se projeter. Quand nous regardons les actualités aux échelles locales ou même internationales, nous ne sommes pas rassurés sur cet avenir qui nous semblait autrefois si certain. Ce qui se passe, c'est que nous nous sentons incapables de mener notre navire à bon port. Alors nous nous laissons porter par le vent. Nous restons spectateurs, tandis que l'action est de mise, si l'on veut avoir un avenir meilleur. Mais soyons pragmatiques. Avant de penser au futur, il est nécessaire toutefois de faire un état des lieux du présent. Nous pouvons énumérer les choses qui ne vont pas. À vrai dire, tout ce que je vais vous citer vous semblera sûrement familier puisqu'il contribue à notre quotidien aujourd'hui. Si je vous dis crise de l'eau ou encore invasion des sargasses, si je vous dis contamination des sols par la chlordécone, qui d'ailleurs a augmenté de 20% selon les analyses de la DAF, Direction de l'alimentaire, agriculture et la forêt de Guadeloupe. Et si je vous parle des inquiétudes liées au CHU de Guadeloupe, à la violence, à l'emploi, combien d'entre nous finissent leurs études en métropole ou à l'étranger, ont un diplôme, retournent en Guadeloupe pour travailler, s'épanouir auprès des nôtres et qui finalement ne trouvent pas de travail? Ils sont alors obligés d'accepter des emplois pour lesquels ils sont surqualifiés. Il y a aussi le fait qu'à mon sens, nous sommes devenus un peu trop individualistes, surtout concernant les dangers et les fléaux de notre société actuellement. Je m'explique. Rares sont les jeunes impliqués dans les fléaux que constitue la société. Pourquoi ? Chacun de son côté, nous allons parler, par exemple, du perturbateur endocrinien qui est la chlordécone. Mais en tant qu'étudiants, ensemble, nous pouvons aussi échanger, proposer, trouver des solutions ensemble sur ce propos. Il en est de même pour les algues pélagiques que sont les sargasses. Tous ces non-faits témoignent tout simplement de notre baissage de bras, de notre découragement, de notre désenthousiasme à l'idée de prendre les choses en main et de pouvoir enfin améliorer les choses et changer la donne. Mais toutefois, s'il est vrai que de nombreuses choses détonnent en Guadeloupe, il faut aussi dire le positif. Il faut aussi dire que d'autres choses rayonnent. Nous pouvons quand même dire que certains d'entre nous se battent pour un avenir plus prometteur. Ils prennent les commandes du navire et s'impliquent dans la société, en essayant d'apporter du dynamisme, l'esprit de communauté, la volonté de trouver les solutions face aux affaires de la Guadeloupe. Je vais prendre un exemple. Pendant mes années de lycée, un professeur à la retraite est venu à notre rencontre, nous, classe de première scientifique. Et il nous avait proposé un projet qui nous semblait formidable par rapport à la problématique des sargasses. Il nous proposait de pouvoir détecter ces mêmes algues avec des logiciels satellitaires.
et donc de prévoir leur arrivée sur les littoraux grâce au courant marin. Bien entendu, en tant que scientifiques guadeloupéens, nous avons tout de suite adhéré à ce projet. Nous avons donc formé le club Sentinelle en télédétection et nous avons même pris l'initiative de trouver des alternatives pour ces algues déjà échouées sur les littoraux. Comment? En métamorphosant cet inconvénient en avantage. Nous avions envisagé la confection de textiles et de cosmétiques à base de sargasses qui donnait finalement une vraie complémentarité à notre projet. C'était une bonne chose pour nous, car non seulement nous avions trouvé une solution potentielle concernant les sargasses, mais nous évoluions aussi. Le projet avait pour but d'approfondir nos notions et nos non-acquis en physique, en maths, en SVT, car bien entendu, toutes ces disciplines étaient nécessaires pour aboutir à notre projet. Je parle au passé, mais je ne devrais pas. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que maintenant, cela fait 3 ans que le club Sentinelle est formé, et 3 ans aussi que je ne suis plus dans ce lycée. Mais ce club n'a pas mis fin à ses actions pour autant. En effet, le club Sentinelle en télédétection continue ses actions et obtient des images à chaque arrivée de sargasses. Et notre club prend de l'ampleur, puisque de plus en plus de jeunes sont impliqués, car chaque année nous avons des promotions différentes. N'est-ce pas un bel exemple d'application selon vous? Ce sont ces mêmes valeurs que croire en la Guadeloupe véhicule. La volonté, l'implication, le travail, la ténacité. Croire est un mouvement qui regroupe des personnes qui ont compris que les choses se jouent maintenant. Donc finalement, à la question, en tant que jeune, comment j'envisage la société dans une trentaine d'années, je dirais qu'il y a 2 alternatives. La première, si l'on considère une société qui est ensommeillée, qui reste passive face aux réalités et aux gravités de ce qui se passe aujourd'hui, alors nous ne pouvons pas assurer que demain sera meilleur. Au contraire, plus les jours passent et plus la situation de la Guadeloupe est critique. Mais de l'autre côté, si on décide de prendre les choses en main, si l'on se réveille et si on fait le choix de croire, non seulement, mais aussi de faire pour que les choses s'améliorent, alors tout n'est pas perdu. On veut croire, nous, en tant que jeunes, en une société future où le problème de l'eau ne sera qu'un vieux souvenir, où le problème du CHU de la Guadeloupe sera résolu et le CHU sera alors un centre de formation pour tous les étudiants de santé de l'île et même de la Caraïbe, ce qui nous permettra d'échanger avec les îles voisines anglophones ou même hispanophones. Une société où les invasions de sargasses ne seront plus un fléau pour l'économie de l'île, mais au contraire une source de revenus grâce aux techniques que nous aurons inventées pour permettre de revaloriser ces sargasses. Et enfin, où la chlordécone ne sera plus une difficulté pour nos plantations. Mais surtout, une société où la violence ne dominera plus. Une société équilibrée où tout le monde trouverait sa place. C'est ce qu'on veut et c'est pour cela que nous devons nous battre. Merci de votre attention. J'aimerais remercier Laura pour ce beau discours et je vous invite à l'applaudir. Eh bien, je vais profiter aussi de cette occasion pour appeler d'autres jeunes, ceux qui veulent bien, ceux qui sont les plus courageux, puisque l'heure est maintenant à ce que la jeunesse s'engage. Donc je demanderai, puisque nous sommes ceux qui représentent la jeunesse, moi Pascal Delvert en tant que référent en charge de la jeunesse et référent de Petit-Bourg au sein du mouvement Croire,
mais il y a aussi d'autres jeunes qui sont parmi nous, qui sont là, ceux qui veulent bien. S'ils ont le courage, s'ils ont cette volonté, nous les invitons à venir nous rejoindre. Osez, osons. Croyons, croyez. Voilà, merci. Je vous invite à les encourager, puisque la Guadeloupe de demain, c'est nous, c'est eux. Et comme l'a dit Laura si bien, ça commence maintenant. Nous devons nous engager maintenant et croire en nous et croire en nos potentialités. Merci. Merci d'être venus. Mesdames et messieurs, bonjour. En vos grades et qualités, Monsieur le maire, merci de nous recevoir ici à Capesterre. Monsieur le Président, nous vous remercions. Et je dois dire que je suis heureux d'être là aujourd'hui, heureux en tant que jeune petit bourgeois, mais en tant que jeune Guadeloupéen, d'être présent ici et conscient des enjeux de demain. Et à cette question concernant la projection dans 30 ans, comment voit-on la Guadeloupe dans 30 ans? Eh bien, Laura et moi, nous avons tenté de donner notre vision et notre souhait et nos perspectives. À mon tour, je vais essayer de me projeter et de voir quel modèle de société et quelle Guadeloupe demain à laquelle on peut prétendre. Et je crois que c'est possible si nous le faisons, si nous nous mettons dès maintenant au travail. Et donc, vous l'avez vu, croire en la Guadeloupe pense et voit à long terme. Une vision de la Guadeloupe sur 30 ans. Et permettez-moi d'illustrer mes propos avec cette, comment dirais-je, en citant le célèbre pasteur Martin Luther King quand il faisait référence à son I Have a Dream. Effectivement, j'ai un rêve. Nous, à croire en la Guadeloupe, nous avons un rêve. Je vois, je crois, je vois une Guadeloupe dans 30 ans éco-responsable. Une Guadeloupe autosuffisante énergétiquement, car elle a pris conscience des dangers qui menacent notre grande maison mère, la planète Terre. Elle a su relever le défi de la transition énergétique et mettre en place la croissance verte en misant sur le développement durable, l'économie circulaire et le recyclage. Avec ses nombreuses villes durables, appliquant entre autres la mobilité douce, la mixité fonctionnelle. Je vois, je crois, je vois une Guadeloupe courageuse et ambitieuse qui enfin reconnaît la richesse de son territoire, de sa terre et de sa biodiversité, et qui mise sur cette dernière tout en la respectant et en la préservant. Je crois et je vois une Guadeloupe productive et inventive qui a su exploiter et rentabiliser son or vert, c'est-à-dire sa biodiversité et la richesse de sa terre. En effet, la mise en œuvre d'une ambitieuse réforme agricole lui a permis de favoriser l'émergence de véritables filières diversifiées
de production agricole, de l'agrotransformation et d'une pharmacopée locale. Je crois et je vois donc une Guadeloupe en autosuffisance alimentaire. Je vois, oui, une Guadeloupe qui a fait confiance à ses enfants et à sa matière grise, à ses jeunes forces vives, et leur a permis de rester et ou de revenir au pays pour l'émergence de ce dernier. Je vois et je crois, oui, je vois aussi une Guadeloupe mieux ancrée dans son bassin territorial caribéen, développant une politique de coopération caribéenne plus cohérente, multipliant ses partenariats et les échanges avec les autres îles voisines. Je crois et je vois une Guadeloupe plus solidaire et plus à l'écoute de ses citoyens, avec l'application de la démocratie participative, la multiplication des débats démocratiques dans les quartiers qui associent le citoyen afin qu'il définisse l'orientation qu'il souhaite de l'aménagement de son territoire. Je crois et je vois une Guadeloupe responsable, avec une nouvelle gouvernance, avec de réels pouvoirs de décision pour une meilleure gestion. Je vois et je crois, oui, je vois des élus visionnaires et conscients de l'importance d'une gestion rationnelle du bien public. Je crois et je vois tout cela parce que dans 30 ans, je ne voudrais pas entendre mes petits-enfants me dire « Mais papy, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as laissé? On n'a pas de travail, on meurt de faim, on meurt de soif, on meurt de chaud. » J'ai un rêve, que nous prenions conscience qu'il faut agir maintenant pour préserver nos générations futures. Par conséquent, voilà pourquoi je me trouve aujourd'hui présent devant vous. Mon engagement politique prend donc tout son sens. Notre engagement politique prend donc tout son sens. Pourquoi, en tant que jeune, je m'engage pour la Guadeloupe, et singulièrement en politique, et singulièrement au sein de Croire en la Guadeloupe, qui donne, oui, il faut le dire, sa chance à la jeunesse et croire en elle. Nous, la jeunesse engagée, nous voulons inscrire la Guadeloupe, notre territoire, dans un véritable mouvement productif. Nous nous engageons sur des valeurs, des principes, sur un projet global, cohérent, intégrant la réalité de notre territoire. Nous croyons en la Guadeloupe, en la plus-value de notre biodiversité, en la plus-value de notre diversité, de notre mixité, celle des générations, celle des compétences, celle où les intelligences, les savoirs et les expériences se complètent. Nous lançons donc aujourd'hui un appel solennel, un cri aux hommes et aux femmes, aux jeunes et moins jeunes, engagés dans la vie de leur cité au quotidien, partageant les mêmes valeurs que nous et dont la seule motivation est l'amour de leur pays. Rejoignez-nous à croire en la Guadeloupe. Nous voulons créer une véritable émergence citoyenne, susciter l'action collective,
lutter contre l'individualisme, le repli sur soi, lutter contre le rester chez soi. Nous voulons rassembler tous ceux et toutes celles qui sont volontaires, car il faut sortir de cette résignation, de l'abstention. Engageons-nous, changeons la donne afin de donner aux mots et à l'action politique un sens véritable. Dépassons les conformismes, les peurs, ayons de l'audace, osons et croyons en nous. Il est temps que nous, la nouvelle génération, nous soyons décisionnaires de notre avenir. Et permettez-moi de prendre en référence cette citation d'André Gide qui disait « Il est bien des choses qui vous paraissent impossibles tant que l'on ne les ait tentées. Si vous pas essayé, qui gens que savent qu'on peut faire? Alors engageons-nous, mobilisons-nous pour notre pays. Ayez confiance en vous, chers jeunes. Vous avez des compétences, vous avez du potentiel. Et je vous dirai quelque chose d'autre. Parole divine. Souvent, Dieu utilise des gens ordinaires pour réaliser des choses extraordinaires. Alors, croyez en vous. Croyons en nous. Et j'illustrerai ce propos avec une autre pensée, celle d'un homme plein de sagesse, qu'est le Dalai Lama. Et en tant que Guadeloupéen, en tant que créole, permettez-moi de transcrire ces propos à notre sauce locale, c'est-à-dire en créole, parce que nous sommes créoles. Eh bien, Dalai Lama là, t'es qu'à dire nous, si vous pensez qu'il est trop petit pour changer en butin, eh bien, essayez de dormir bien moustique et au que vrai qu'il laisse quand empêcher l'autre la dormir. Alors, chers amis, bâtissons ensemble, chers jeunes, chers Guadeloupéens, les premières fondations de cette Guadeloupe de demain. Une Guadeloupe durable, une Guadeloupe solidaire, une Guadeloupe inventive, une Guadeloupe créative, une Guadeloupe riche. Jeunesse Guadeloupe tout bout. Ensemble, en nous vancer, en nous bandons la main, ensemble, nous qui arriver, ensemble, nous croyons la Guadeloupe, ensemble, tous, vive la Guadeloupe, vive quoi la Guadeloupe et vive jeunesse en nous. Merci. Je n'ai pas eu le temps d'applaudir. Permettez maintenant que je puisse applaudir. En tout cas, ces jeunes nous ont donné une belle leçon. Et si nous n'avons pas encore compris et que nous pensons que nous pouvons continuer à pleurnicher, à toujours envoyer sur le compte de l'autre, c'est toujours l'autre qui est responsable. Si nous n'avons pas compris ce message aujourd'hui de cette jeunesse, nous n'avons rien compris. Mais aujourd'hui, il est temps. Ils vous l'ont dit, on ne peut pas pleurnicher, il faut prendre les choses à bras-le-corps. Je leur ai demandé de rester quelques minutes puisque je veux faire la transition. Je souhaiterais, au nom de tous, remercier ceux qui nous ont permis de vous recevoir tout à l'heure. La Casa, M. Borès, la boulangerie du sportif, M. Bernard, Ami Roro et Marina Hadchi de Goubert, Jarry Plastique, M. Corveau de Saint-Claude. Je voudrais demander aux membres du conseil d'administration de venir à ma droite pour qu'on puisse les identifier, s'il vous plaît, les membres du conseil d'administration. Et je vais profiter rapidement pour remercier d'autres personnalités et les référents des autres territoires. Lamentin, Mme Renette Julliard,
Terre de Haut, M. Molinier, bienvenue. Pointe-à-Pitre, Mme Trobo. Et Petit Canal, Mme Ketty Mardi-Virin et moi-même pour le territoire de Morne-à-Loup. Monsieur le Président, je vais vous demander de vous mettre à ma gauche, s'il vous plaît, ici, là, et moi je vais descendre à votre droite. Et je demande aux jeunes de rester. Non, reste en bas. Non, reste en bas. Non, Monsieur le Président, excuse-moi, reste en bas. Et après tu vas remonter. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Les référents territoires, c'est pas grave si je suis là. Permettez quand même, avant que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses, de saluer les jeunes. Vous savez quoi? La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous avons une belle démonstration qui donne foi en l'avenir avec cette énergie qui les a caractérisés. Je vous demande de les applaudir. Alors bonjour et salutations chaleureuses à tous. Alors vous avez tous été cités, mais je vais noter une petite note particulière. Alors chacun a des qualités, mais à mes élus qui ne sont plus élus et qui sont là, Terre de Haut, Lamentin et bien d'autres, je voudrais quand même que vous puissiez les saluer. Pour moi, c'est un devoir de gratitude, de solidarité et de confiance. On dit ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Je leur fais confiance et aussi et foi en l'avenir avec eux. Alors, bonjour à tous et surtout, tout d'abord, merci à mon ami Joël Beauchamp, pour sa grande disponibilité et l'engagement, de son engagement et de son équipe, surtout qui nous ont aidés à préparer cette belle organisation. Je voudrais aussi qu'on applaudisse cet accueil de KPCF. Et à vous surtout, militants, sympathisants, pour votre présence nombreuse mais encourageante pour une première, nombreuse et encourageante, qui témoigne des valeurs communes que nous partageons. Et puis, vous l'aurez compris, à travers ces brillantes interventions que le mouvement Croire entend construire et défendre les intérêts du territoire, que je dois quand même vous remettre à l'honneur mon porte-parole, Mme Makaya, avec le talent qui la caractérise. Elle dit que les autres ont évolué, mais depuis qu'elle a Croire, elle a atteint l'excellence et je voudrais qu'on puisse saluer cette performance. Alors, je ne vais pas refaire le débat, mais il est important, à mon avis, de souligner ce travail que nous allons élaborer depuis février, même pas un an. Vous avez vu la qualité technique et la force des interventions. Alors, permettez quand même que je puisse saluer Mme Trobo, la vice-présidente, pour son positionnement, notre positionnement, pour notre territoire, pour son environnement régional. Je crois qu'elle a pressenti que notre positionnement au sein de notre environnement géographique, qu'elle maîtrise parfaitement, du fait de son élection au Conseil général et surtout au débat, il faut le dire, elle est active au Conseil régional. Je voudrais qu'on souligne cette présence-là. Oui, elle a fait des progrès, Petit Canal, Mme Mardi-Virin. Je voudrais qu'on applaudisse dans l'organisation des services. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'à Gobert, on a ce sens de l'innovation et j'ai été repéré, je le dirai plus tard, la force de l'élu politique que je suis, c'est d'être en harmonie avec tout le monde. Et un jour, le national du SNEPT m'a demandé d'être au congrès national en Guyane pour présenter le management habile qui vient d'être démontré tout à l'heure, lorsqu'on a eu les deux interventions, tant de Mme Mardi-Virin et de Mme Boulon, que je voudrais qu'on applaudisse très très fort. Et à l'heure du débat sur la différenciation voulue par le gouvernement, où il semble nécessaire de plus en plus de prendre en considération
notre caractère archipélagique. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Et pourquoi nous avons parcouru les fêtes patronales avec du papier écrit? Seul le prononcé fait froid. Et je considère que cette dimension archipélagique mérite aujourd'hui considérée. Il y va d'une égalité de service. Je le répète tous les jours, nous avons à circuler sur un territoire pour marquer une indivisible plutôt qu'à voyager comme des ressortissants étrangers. Alors, M. Martial, dont il a développé, je n'ai pas tout entendu, mais je connais sa pertinence, j'ai une bonne connaissance des atouts guadeloupéens, qu'on puisse s'asseoir une économie, authenticité, d'accord. Tu as parlé de la culture du palais, c'est vrai que nos enfants n'ont pas le goût du palais dans les cantines, il faut qu'on y arrive un jour à faire voilà la production locale. Je voudrais que tu applaudisses très très fort. Et je retire mon chapeau pour les deux jeunes, c'est leur vision à eux 2050. On peut penser que c'est loin 2050. J'imagine que j'ai 17 ans. En 30 ans, j'aurai 47 ans. Je serai en pleine maturité, en pleine responsabilité. Il est bon qu'on anticipe pour que demain, le Guadeloupe soit bien pensé dans la durée, et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, être dans la durée, pas un coup d'État uniquement à moyen terme. On travaille pour les générations futures, et si une mission qui est la nôtre, qui est la mienne, si vraiment je suis investi dans cette mission, pourquoi ne pas me mettre en mesure d'assurer le devenir des générations futures? Alors, vous aurez compris que tout ce travail qui a été présenté est signe de l'aboutissement d'un travail, je vous l'ai dit, depuis le lancement de notre mouvement à Gourbert en février dernier. Notre convention est placée sous le signe d'un appel à la cohésion pour construire le territoire de demain. Il ne s'agit pas ici de l'affaire d'un maire, ancien conseiller général, régional, souhaitant terminer une carrière politique en quête de pouvoir d'une assemblée. Il s'agit pour moi de défendre des valeurs républicaines dans un état d'esprit général et sortir de ces habitudes ancestrales de lutte fratricide qui ne contribuent en rien à la construction du pays. Et cette longue coopération politique que je partage depuis tantôt avec le président de région et deux de ses policiers ici, ou le directeur du FMPD, je l'ai dit, je n'ai pas de couleur politique, à mon avis, ils sont là pour le témoigner. Et je voudrais quand même présenter ma conseillère régionale, Mme Valérie. Il faut qu'on se parle de nous. Je voudrais un peu du regard que j'adresse à ceux qui nous accueillent, le maire du conseil municipal, tous les référents, les autres militants. Mais il y a un côté affectif, c'est la population de Gourbert qui m'accompagne. Mes collègues, ils sont sur l'aile de gauche, ça ne veut rien dire du tout, parce qu'ils sont comme moi, au-delà de notre parti politique. Vraiment une équipe engagée, d'horizons divers, qui porte vraiment haut les couleurs de la Bastère à travers les politiques de Gourbert. Je voudrais qu'en plus les applaudir très très fort et les remercier de leur présence. Donner du sens, bâtir un programme qui a du sens, cette volonté qui, loin des dorures, demeure insaisissable aux yeux du profane, mais si visible aux yeux de l'initié. Croire en la Guadeloupe détient cette ambition de vous convaincre de la nécessité d'une cohésion pour construire le territoire de demain. Aujourd'hui est un rendez-vous capital pour notre avenir, à l'heure où nous traversons légèrement de nombreuses crises liées à notre positionnement géographique et liées aux grandes problématiques sociétales. La raréfaction de nos ressources, nos différences sur des problématiques vitales telles que le problème de l'eau, du transport, de la contamination de nos terres et de notre littoral, du chômage de nos jeunes, doivent impulser la réflexion à tous les niveaux de notre société. Parlons de nos valeurs. Parlons de nos valeurs. Mais quelles valeurs? Si ce n'est celles qui nous permettent de sauvegarder notre identité et notre foi en un monde meilleur et plus éclairé. Et à cet effet, organisons-nous pour que celle-ci constitue le fondement de notre cohésion dans un seul intérêt d'être au service de l'autre. Notre convention est bien là et signe de l'engagement de la naissance d'un mouvement politique
authentique qui se veut être celui qui rassemble des hommes et des femmes investis et volontaires à construire, comme je vous invite, notre territoire. Vous l'avez compris, ce mouvement trouve son énergie au sein de cette intelligence collective, nourrie par des hommes et des femmes qui ont cette conviction que leur action, aussi petite qu'elle soit, portera les fruits en vue d'irradier nos territoires de projets innovants. Grâce à cette intelligence collective, réunie au service de l'intérêt général de notre cité, grâce à vous et ensemble, investis de réelles capacités et de réelles compétences, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Tout est mis en œuvre avec méthode, vous l'avez vu, en vue d'atteindre l'excellence et en vue de la recherche efficience de l'action publique. Vous connaissez mon attachement à mon pays. Je souhaiterais voir émerger, dans le cadre de ce management territorial, de vrais projets sans couleur politique affichée, et cela loin de la convoitise, l'ignorance et de la méconnaissance qui nous éloignent de nos objectifs. Croyons la Guadeloupe entend privilégier l'écoute et l'échange avec cette ambition bien plantée, bien mûrie, qui soit tournée vers la défense de notre patrimoine en lien avec le développement social, culturel, touristique, économique, et ce, dans le respect de la spécificité de nos territoires. Impulser des innovations, valoriser nos atouts, marquer cette authenticité qui fait de nous ce que nous sommes pour adopter une logique de territoire, là est notre devoir de citoyen. Alors, plaçons nos compétences au cœur de nos projets. Travaillons en toute intelligence, donnant du sens au combat avec les hommes de la loyauté, du respect et de la différence. Je dirais des différences. Comme la Guadeloupe se veut être le creuset du sens, des responsabilités et des valeurs de l'action publique locale portée par les élus, les cadres, les professionnels et l'ensemble des acteurs de la vie économique et culturelle. J'entends par les responsabilités sociétales celles qui favoriseront la transition vers une société écologiquement soutenable et socialement juste, le développement des droits humains et sociaux, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'écoute, la concertation, la participation et le dialogue citoyen. La qualité de réponse des services publics apportés aux besoins, la création de dialogue social, la création d'un dialogue social de qualité. J'entends également, par responsabilité de gestion, celles qui nous pousseront à encourager une sincérité budgétaire, à rechercher l'équilibre financier, à continuer une utilisation sobre des fonds publics dans le cadre de la régularité des décisions de gestion, par une conduite maîtrisée des investissements, une évaluation régulière de nos politiques publiques, un suivi, un contrôle et enfin par la maîtrise des missions de services publics. Il ne s'agit pas ici de nous, mais de l'avenir de notre territoire. Nous aurons à développer cette culture de groupe politique autour de valeurs communes et partagées. Ces valeurs, ces responsabilités donnent du sens à l'action publique. Ma vision politique est celle d'un homme qui reste persuadé qu'il apparaît vital de s'engager au plus vite d'une gestion publique innovante, équilibrée, permettant de nourrir des réflexions et de formuler nos problématiques, délimiter les enjeux. Animé de cette volonté réelle et fort d'une grande expérience humaine et professionnelle, je souhaite instaurer à travers notre convention le principe d'un socle, d'un politique participatif, équitable,
qui tient compte de l'ensemble des atouts et des réalités de notre territoire archipel Guadeloupe. Le management territorial que nous préconisons est appliqué à son échelle et à tous les niveaux de notre mouvement en étant constitué de femmes et d'hommes engagés. Ce sont ces travaux que nous menons sans relâche, car nous avons cette responsabilité envers nos concitoyens qui consiste à creuser les pistes de recherche, à pousser la réflexion et à analyser toutes les réformes, à participer à l'action publique, et cela de façon objective, le seul besoin étant celui-là qui, à la hauteur de notre engagement, est de faire reconnaître nos droits, nos valeurs, notre identité et notre authenticité. La consultation de tous nos membres et leur avis sur les grandes orientations de chaque texte reste une procédure préalable à toute prise de décision et mise en œuvre d'actions politiques. La fragilité de notre économie, l'instabilité de nos sociétés doivent nous inciter à une plus grande vigilance sur les projets de loi relatifs à nos collectivités territoriales. Le principe de protection de nos territoires n'a de sens que si nous sommes des acteurs clés dans les plus hautes instances. Le développement économique de notre territoire. L'intervention qui a précédé démontre que l'analyse faite de nos atouts et de nos faiblesses ne nous permet plus d'attendre. Notre développement, nous le voulons local et doit reposer sur l'appropriation de notre biodiversité, entre autres. Nous l'avons compris, les innovations en matière de croissance verte et bleue, la valorisation de nos atouts naturels, patrimoniaux et humains de chaque communauté d'agglomération et de chaque île de l'archipel, Basse-Terre, Grande-Terre, Désirade, Marie-Galante, les 5 terres de haut et terres de bas s'avèrent incontournables. Un intérêt particulier doit être porté à l'insertion professionnelle des jeunes, à la protection des personnes âgées, à la coopération économique et sociale dans la zone Caraïbe, à la levée des freins de développement liés à notre observation archipélagique. Autant de préoccupations qui nous concernent en vue de solutions pérennes. Le temps d'une réelle construction est arrivé, avec des projets réfléchis et des diagnostics clairement établis. Les évolutions et les restructurations en cours dans le secteur public, dans un contexte de risque pour les agents qui constituent les ressources des collectivités, ces derniers doivent de plus en plus faire preuve d'adaptation en s'appropriant de nouvelles valeurs telles que la qualité, l'efficacité et l'esprit de coopération entre les administrations et les services. Un élu a besoin de ses administratifs, sans quoi aucun projet ne pourrait se concrétiser. Il faut donc redéfinir ces valeurs en leur donnant un nouveau contenu moderne, indispensable à la confiance des citoyens et devant constituer la clé de voûte d'une nouvelle gouvernance. La loi 2019-128 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a été publiée en août dernier, concerne de nombreux domaines du statut de la fonction publique territoriale. Réforme des instances de dialogue social, du cadre déontologique, élargissement du recours aux contractuels, harmonisation de l'échelle des sanctions disciplinaires, mesures facilitant la mobilité, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que le parcours professionnel des personnes en situation de handicap, la gestion des ressources humaines dans l'ensemble des collectivités territoriales va rapidement être impactée par ces nouvelles mesures législatives, notamment au niveau des procédures de recrutement, de la mobilité professionnelle et du dialogue social. Telles sont les réformes auxquelles nous sommes dorénavant confrontés. Je n'ai pas ici la prétention de porter des préconisations en la matière. Cependant, le temps de la vigilance et de l'action doit être de mise sans nécessité d'une offensive à outrance.
Croire à la Guadeloupe se veut un mouvement qui affiche cette volonté de proposer une autre vision du politique, se précisant dans une démarche de concertation, de respect de l'ordre, de co-construction, basée sur de profondes convictions, contribuant à cette intelligence collective et humaine qui ne doit avoir qu'un seul objectif, celui de construire un vrai territoire, je dirais celui de faire un territoire, doté de vrais atouts, de ressources et de richesses pouvant être mis au profit d'un réel développement. Nous avons, au début de cette année, pris collectivement l'engagement de croire à la Guadeloupe. Cette convention, notre convention, doit nous inciter sur nos territoires respectifs, représentés ici par nos référents qu'on a présentés tout à l'heure, je ne ferai pas la répétition, représentés ici par nos référents, doit nous inciter à construire demain. Alors je tiens à vous remercier, à vous, militants, référents et autres, à nous donner la main pour construire ce territoire de demain qui a tellement d'atouts et dont notre population jeune attend pour l'avenir. On dit, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Le combat peut être difficile, mais avec vous, épisode en certaines que gagner. Après la convention, notre prochaine rencontre sera sous peu, d'ici un mois et demi, et ce sera pour présenter notre vision pour les élections municipales, puisque nous serons présents avec nos candidats, les communes, leurs représentants. Chaque chose en son temps. Nous appelons encore d'autres militants, d'autres personnes à se joindre à nous pour construire cette Guadeloupe de demain. Il n'en est plus que temps. Merci à vous tous. Merci à vous qui êtes militants debout. Merci à vous qui avez fait le déplacement. Merci à vous qui croyez dans ce pays et dans ce...